Tu as brisé des vœux. Moi, je brise du métal. Cette chambre d'hôtel à Albany? Pareil à toutes les autres chambres d'hôtel ennuyeuses où j'avais séjourné au cours de mes 15 années de détective. Des murs beiges, une couverture rêche, et cette odeur bizarre, un mélange de produits de nettoyage et de vis usées. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table de chevet et j'ai lancé un appel vidéo à la maison, espérant voir le visage d'Élise baigné par la lumière douce de notre chambre. « Salut, beauté », que je lui dis. Mais quand elle a répondu, quelque chose clochait. Son sourire sonnait faux, et elle ne cessait de détourner le regard. « Tomio, comment se passe la conférence ?» Sa voix était trop enjouée, le ton qu'elle prenait quand elle me cachait quelque chose. 22 ans de mariage? Je connaissais ses tics aussi bien que les manies d'un suspect. Chiant comme la mort. Je voulais juste voir ta bouille avant d'eux. Je me suis arrêté. Derrière Élise, de mon côté du lit king size, trônait une Rolex submarinée rouge flambant neuve. Ce truc devait coûter plus que ce que je gagnais en un mois. Jolie nouvelle pendule, ma biche, dis-je, essayant d'avoir l'air détaché, même si mon estomac se transformait en glaçon. On dirait que le Père Noël fait ses emplettes chez Cartier maintenant. Le rire d'Élise a sonné comme du verre brisé. Oh, cette vieille chose? Andrea l'a laissée ici quand elle est passée tout à l'heure. Tu sais comment elle est avec ses bijoux? Bien sûr, Andrea, qui conduisait une Honda de 10 ans et achetait ses montres chez Target. Mes instincts de flic hurlaient, mais je suis resté impassible. Bon, dis-lui qu'elle a des goûts de luxe. Je devrais aller dormir. Je t'aime. Je t'aime aussi, répondit-elle, coupant la communication beaucoup trop vite. J'étais assis dans la chambre d'hôtel plongé dans l'obscurité, mon esprit en ébullition. 22 ans de mariage, 2 enfants, une maison dans le quartier le plus chic de Millbrook. Élise était la directrice artistique chez Anand Associates, la grande agence de pub de la ville. Elle gagnait le double de ce que je touchais comme détective. Ces derniers temps, elle travaillait de plus en plus tard, rentrant à la maison avec des cadeaux coûteux pour elle-même, prétendant que c'était des primes ou des cadeaux de clients. Cette Rolex rouge n'était pas à Andrea. Je parierais ma retraite là-dessus. J'ai ouvert le système de sécurité du commissariat sur mon ordinateur portable. Un des avantages d'être un détective principal était de pouvoir consulter à distance les caméras de la ville. Notre rue était équipée de caméras aux 2 extrémités depuis quelques cambriolages il y a 2 ans. J'ai vérifié les images des 3 derniers jours. Et là, c'était bien elle, une BMW M5 argentée garée dans notre allée mardi soir. La plaque d'immatriculation? Carter N., le patron d'Élise et le propriétaire de l'agence. Mes mains tremblaient quand j'ai attrapé mon téléphone pour annuler le reste de la conférence. Le vol de nuit d'Albany à Boston me laissait 6 heures pour élaborer un plan. Au moment où j'ai atterri à Logan, j'avais pris une décision qui allait soit sauver mon mariage, soit le tuer pour de bon. J'ai appelé les parents d'Élise depuis l'aéroport. Linda, c'est Tom. J'ai fini la conférence plus tôt et je me suis dit qu'on pourrait faire une surprise à Élise en lui offrant le petit déjeuner. Tu sais comme elle aime tes pancakes aux myrtilles. La voix de ma belle-mère s'est illuminée. Quelle merveilleuse idée. George, moi et toi, on sera là à 8h30. Elle sera tellement surprise. Surprise, c'était le moins qu'on puisse dire. Je suis rentré le premier, je me suis garé au coin de la rue et j'ai traversé le jardin. La BMW argentée était de nouveau là, cachée derrière la Lexus d'Élise comme s'ils essayaient de la dissimuler. Ma clé a tourné silencieusement dans la serrure de la porte arrière. J'entendais des voix venant de la cuisine, des rires intimes, le cliquetis des tasses à café, le bruissement du tissu. Quand Linda et George ont frappé à la porte d'entrée à 8h30 précises, j'ai répondu avec un sourire sinistre. Elle est dans la cuisine, dis-je, assez fort pour qu'ils m'entendent. Allons la surprendre. Nous les avons trouvés au bar de la cuisine. Élise dans son peignoir de soie, les cheveux en bataille, et Carter N dans son pantalon de costume de luxe et une chemise débraillée. Son visage est devenu blanc quand il nous a vus. La tasse à café d'Élise a glissé et s'est brisée sur le carrelage italien. Ne vous gênez pas pour nous, dis-je, la voix glaciale. Oh, c'est déjà fait, a halté Linda. George a murmuré quelque chose entre ses dents. Carter s'est précipité pour ramasser sa veste et ses chaussures comme si la maison était en feu. Tom, ce n'est pas ce que tu crois, commença Élise, mais je levai la main. Ah bon?
Parce qu'on dirait que ma femme prend le petit déjeuner avec son patron en peignoir à 8h30 du matin dans notre maison. Après qu'il a laissé sa montre de mon côté du lit. Je me suis approché de Carter, qui boutonnait frénétiquement sa chemise. « Vous avez oublié quelque chose en haut, dis-je, en sortant la Rolex rouge de ma poche. Je l'avais attrapée en attendant mes beaux-parents. Mais vous pouvez garder le temps que vous avez perdu. J'ai jeté la montre sur sa tête. Elle a rebondi sur son front et a cliqueté sur le sol. Tom, tu... Élise a poussé un cri perçant. Dégage, dis-je à Carter. Maintenant, avant que je me souvienne que je suis flic et que je commence à envisager des accusations d'intrusion. Carter a attrapé ses affaires et s'est enfui par la porte d'entrée. Je l'ai aidé en lui jetant sa veste de costume, la regardant atterrir dans les rosiers primés de Linda. Le silence qui a suivi était assourdissant. Linda était figée près de l'îlot de cuisine, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson. Le visage de George virait au violet. Et Élise, ma femme depuis 22 ans, la mère de mes enfants, la femme autour de laquelle j'avais bâti toute ma vie, me fixait avec une expression qui ressemblait furieusement à de la haine. « Comment oses-tu m'humilier comme ça » siffla-t-elle. J'ai ri, un rire sans aucune joie. « Je t'ai humilié ?»« Ma pauvre, tu t'es humiliée toute seule. Moi, j'ai juste fourni le public. » Les jours suivants furent un brouillard de hurlements, de larmes et d'avocats. Élise est allée s'installer chez ses parents, emmenant notre fille de 18 ans, Kayla, avec elle. Kayla a toujours été du côté de sa mère, la petite fille à son papa, jusqu'à ses 13 ans, quand elle a décidé que j'étais une honte pour notre fils de 20 ans. Jacques est rentré de la fac dès que je l'ai appelé. Il m'a trouvé dans le garage à minuit, penché sur ma vieille Camaro, une bière à la main. « Papa, l'histoire de maman avec son amant. C'est vrai ?» J'ai levé les yeux du moteur que je faisais semblant de réparer. Jacques avait ma taille mais les traits fins d'Élise, et à cet instant, son visage était un masque de colère à peine contenu. « Ouais, mon grand, c'est vrai. Avec son patron. Cet enfoiré prétentieux en BMW, ai-je dit machinalement, puis j'ai secoué la tête. Mais oui. Carter Haynes. Jacques s'est assis sur une caisse renversée, passant ses mains dans ses cheveux. Putain, papa, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas encore, mais je vais pas me laisser faire sans me battre. C'est là que je lui ai parlé de mon plan. Le lendemain matin, je suis entré au commissariat de Millbrook comme n'importe quel autre jour. Mais j'avais une mission. Mon partenaire, Ray Martinez, a levé les yeux de ses paperasses quand je me suis installé à mon bureau. T'as une sale gueule, Bishop. Tout va bien à la maison? Ray était mon partenaire depuis 8 ans. Il était l'une des rares personnes au courant des dîners d'affaires de plus en plus fréquents d'Élise, et de ses week-ends de réunion avec des clients. Je n'avais jamais rien dit directement, mais Ray était un bon flic. Il savait lire entre les lignes. Élise a une liaison avec Carter N. La tasse de café de Ray s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Merde, Tom, je suis désolé. Sois pas désolé. Aide-moi à le détruire. J'ai passé les 3 heures suivantes à utiliser toutes les ressources à ma disposition en tant que détective. Carter N avait un casier vierge. Pas d'arrestation, pas de mandat. Mais il n'était pas aussi blanc qu'il le prétendait. 17 amendes de stationnement impayées au cours des 2 dernières années. Un abonnement à une salle de sport payée par son entreprise, ce qui était discutable étant donné que c'était un spa de luxe qui proposait des séances de bien-être privées avec des entraîneuses attrayantes. Plus intéressant encore, il avait imputé des dépenses personnelles à l'entreprise. Des dîners au restaurant, des chambres d'hôtel, des achats de bijoux passés sur sa carte de crédit professionnelle. Rien d'assez illégal pour l'arrêter, mais suffisamment pour lui compliquer la vie. J'ai appelé Harper Wilson, qui travaillait au RH chez Haynes Associates. Harper avait toujours détesté l'attitude arrogante de Carter et avait été passée 2 fois pour une promotion parce qu'elle ne faisait pas partie de son cercle rapproché. Harper, c'est Tom Bishop. J'ai des informations qui pourraient t'intéresser à propos de ton patron. À midi, Carter était suspendu, en attendant une enquête interne. Jacques s'est avéré être plus retors que je ne l'avais cru. Pendant que je travaillais sur les canaux officiels, lui, il menait la guerre sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram de Carter, qui était rempli de photos de montres coûteuses, de voitures de luxe et de réunions d'affaires dans des restaurants 5 étoiles, avait soudainement un nouveau contenu. Tout ce qui est cher ne vaut pas la peine d'être possédé. Lisait-on sur le dernier post de Carter,
accompagné d'une photo d'une Rolex cassée. La section des commentaires a explosé de spéculations. Les amis et les associés de Carter ont commencé à reconstituer le puzzle, surtout quand quelqu'un a partagé anonymement des photos de lui quittant notre maison. Ce matin-là, Elise m'a appelé, en hurlant « Qu'est-ce que tu as fait ?» Tout le monde au travail parle de Carter et de moi. Quelqu'un a posté des photos de lui chez nous. Toi. J'ai rien posté, ai-je dit, honnêtement. Peut-être que tu aurais dû réfléchir à la discrétion avant de décider de redécorer notre chambre à coucher avec ton patron. C'est de la maltraitance, Tom. J'appelle mon avocat. Vas-y, mais assure-toi de lui parler de l'infidélité, c'est toujours pertinent dans les procédures de divorce dans le Massachusetts. La ligne s'est coupée. Ce soir-là, Jacques et moi sommes allés au Blue Bucket, le bar à flics et plaques tournantes des ragots de Millbrook. L'endroit était bondé de policiers en civil, de pompiers et du ramassis habituel de commères de la ville qui considéraient le bar comme leur bourse d'informations personnelles. Ray était déjà là, avec Malik Johnson, un détective débutant qui m'idolâtrait pour des raisons que je n'ai jamais comprises. La nouvelle de la liaison d'Elise s'était répandue dans le département plus vite qu'un virus de la grippe. Bishop, a crié le lieutenant Murphy de l'autre bout de la pièce. J'ai entendu dire que t'étais de nouveau sur le marché. Ma femme a une sœur. Merci, mais je suis pas prêt pour cette conversation, ai-je dit, en m'installant sur un tabouret de bar. Le barman, un ancien flic nommé Danny qui avait pris sa retraite après avoir reçu une balle dans l'épaule, m'a glissé une bière sans que j'aie à la demander. C'est pour la maison, Tom. Désolé pour la situation. C'est à ce moment-là que Linda et George sont entrés. Mes beaux-parents n'avaient jamais mis les pieds au Blue Bucket en 22 ans que je les connaissais. Ils considéraient ça comme étant en dessous de leur standing, mais ils étaient là, sur leur 31, comme s'ils cherchaient un responsable pour le scandale de leur fille. Ils m'ont trouvé. Thomas, a dit Linda, et sa voix a porté dans le bar soudainement silencieux. Il faut qu'on parle. Toutes les conversations se sont arrêtées. Même le jukebox a semblé baisser le volume. Je vous écoute, ai-je dit, sans me lever de mon tabouret. Tout ce bordel, c'est de ta faute, a dit George, le visage rouge d'indignation. Si tu avais été un meilleur mari, Élise n'aurait jamais. N'aurait jamais quoi, ai-je interrompu. Couché avec son patron dans notre lit? Menti à nos enfants, détruit 22 ans de mariage pour un type qui conduit une BMW et porte des montreurs de prix. Tu l'as poussé à bout avec ton attitude, a dit Linda. Ta jalousie envers sa réussite. Ton ressentiment. Je me suis levé lentement. Le bar était mort de silence, tous les regards braqués sur nous. Que je comprenne bien, ai-je dit, ma voix portant clairement dans la pièce. Ma femme a une liaison depuis des mois. Elle me ment à nos enfants, elle ment à tout le monde. Elle s'est fait prendre la main dans le sac avec son patron chez nous, mais d'une façon ou d'une autre, c'est de ma faute parce que je ne la soutenais pas assez dans sa carrière. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne son ambition, a dit George. Elle avait besoin de quelqu'un qui lui paie des bijoux chers et des dîners raffinés. Tu veux dire, quelqu'un qui lui fasse croire qu'elle est la seule au monde, pendant qu'elle nous ment à tous les jours. J'ai balayé du regard tous ces visages que je connaissais si bien. Des flics qui m'avaient couvert dans des situations vraiment chaudes. Des voisins qui avaient vu nos enfants grandir. Des amis qui étaient venus à d'innombrables barbecues et anniversaires chez nous. Peut-être que si vous aviez appris à votre fille ce que c'est que d'être loyal au lieu de penser qu'elle a tous les droits, on ne serait pas là, ai-je dit. Mais j'imagine que c'est trop demander à des gens qui pensent que l'argent et le statut sont plus importants que de tenir sa parole. Le silence s'est éternisé. Puis, quelqu'un au fond a commencé à applaudir. Lentement. Puis d'autres ont suivi. Pas tout le monde, par contre. Certains avaient l'air de vouloir disparaître, et quelques-uns avaient l'air de penser que j'allais trop loin, mais il y a eu suffisamment d'applaudissements pour que Linda et George comprennent qu'ils avaient mis les pieds dans un endroit rempli de gens qui étaient contre eux. Ils sont partis sans dire un mot de plus. Danny m'a fait glisser une autre bière. T'en as eu, Tom. Ou de la connerie, ai-je dit. Parfois, c'est dur de faire la différence. Les semaines qui ont suivi ont été un vrai calvaire. Élise a engagé Rebecca Sterling, l'avocate spécialisée dans les divorces la plus chère du comté. J'ai pris Mike O'Brien, un ancien procureur qui maintenant se spécialisait dans les affaires où il y avait tromperie. Les frais d'avocat s'accumulaient déjà, mais j'avais un atout dans mon jeu. Je gardais une trace de tout depuis la nuit où j'avais trouvé cette Rolex. Carter a essayé de revenir au travail après sa suspension,
mais Harper avait bien fait son boulot. Le conseil d'administration de la compagnie posait des questions plutôt désagréables concernant ses notes de frais et ses relations avec ses employés. Plusieurs clients avaient dit qu'ils s'inquiétaient que le scandale n'affecte leur compte. Jack était retourné à la fac, mais il continuait de donner un coup de main à distance. Les comptes de réseaux sociaux de Carter se faisaient constamment mettre à jour avec des trucs embarrassants. Son profil LinkedIn listait maintenant ses intérêts comme les montres chères et les histoires de cul au bureau. Sa bio de compagnie avait été modifiée pour dire qu'il se spécialisait dans les techniques de management pratique. Le meilleur dans tout ça, c'est que Carter ne pouvait pas prouver qu'il faisait ça. Ses mots de passe avaient été piratés, et les gars de l'informatique n'arrivaient pas à trouver d'où venaient les changements. Pendant ce temps, Elise était en train de découvrir que coucher avec son patron, ce n'était pas aussi bien que ça en avait l'air. Quand Carter s'est fait suspendre, elle a perdu son plus grand soutien à l'agence. Ses collègues commençaient à jaser à son sujet et au sujet de Carter, et plusieurs clients avaient demandé d'avoir un autre gestionnaire de compte. Elle a essayé de me blâmer pour ses problèmes au travail. « Tu es en train de saboter ma carrière », elle a crié pendant un de nos appels téléphoniques concernant le divorce. « Je ne fais rien à ta carrière, ai-je dit. C'est toi qui t'es saboté toi-même quand tu as décidé de coucher avec ton patron. Il y a des conséquences à ces actes, Elise. Tu commences juste à les voir. Je suis enceinte. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Je me suis laissé tomber sur ma chaise de cuisine, fixant le mur où nos photos de famille avaient été. « Félicitations, ai-je dit finalement. J'imagine que le père, c'est Carter ? » Oui. Sa voix était calme maintenant, plus le ton agressif qu'elle utilisait depuis des semaines. Il est au courant. Je lui ai dit hier. Le silence s'est prolongé tellement longtemps que j'ai su la réponse avant qu'elle ne la dise. Il veut que je m'en débarrasse. J'ai fermé les yeux. Malgré tout ce qu'elle avait fait, tous les mensonges et la trahison, j'ai ressenti une pointe de compassion pour elle. Carter en révélait son vrai visage, et il n'était pas aussi séduisant que ses costumes hors de prix. « Tu veux faire quoi ?» J'ai demandé. « Je ne sais pas. Je croyais. Je croyais qu'il m'aimait. » Elise, c'est un homme de 45 ans qui trompe sa femme avec ses employés. Tu croyais qu'il allait se passer quoi? Elle a raccroché. 2 jours plus tard, Jacques m'a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. Papa, faut que t'entendes ça. J'ai parlé avec des gens qui bossent à l'agence de maman. Y a une femme qui s'appelle Jenna, qui était pote avec maman avant l'histoire. Elle dit que maman et Carter avaient prévu de te piéger. Me piéger? Comment? Ils allaient dire que tu étais violent. Maman allait demander une ordonnance d'éloignement et dire que tu l'avais menacé quand t'as découvert la liaison. Carter allait témoigner, dire qu'il avait vu des bleus sur ses bras et qu'elle avait peur de rentrer à la maison. La rage qui m'a submergé était comme rien de ce que j'avais jamais ressenti. J'étais en colère à cause de la liaison, blessé par les mensonges, mais là, c'était autre chose. Ils avaient prévu de détruire non seulement mon mariage, mais ma carrière, ma réputation, ma relation avec mes enfants. Comment Jenna sait tout ça? Elle les a entendus en parler dans le bureau de Carter. Elle a enregistré la conversation sur son téléphone. Elle peut le prouver. Elle est prête à témoigner si t'en as besoin. Elle est dégoûtée par toute cette histoire. J'ai appelé Mike O'Brien immédiatement. En moins d'1 heure, on avait rendez-vous avec Jenna dans un café du centre-ville. C'était une femme nerveuse d'une trentaine d'années qui n'arrêtait pas de regarder autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que Carter débarque à tout moment. « Je travaille à l'agence depuis 6 ans, dit-elle en faisant glisser son téléphone sur la table. J'ai déjà vu Carter manipuler des gens, mais ça, c'est différent. Ce qu'ils avaient prévu de te faire. C'est diabolique. » L'enregistrement était d'une clarté parfaite. La voix d'Elise expliquant comment il pouvait ruiner les chances de Tom dans le divorce en le faisant passer pour un homme violent. Carter suggérant qu'il pouvait obtenir une ordonnance d'éloignement qui me mettrait à la porte et me tiendrait éloigné des enfants. Tous les deux en train de rigoler en disant que personne ne croirait jamais qu'un flic puisse être la victime. Mike O'Brien a souri pour la première fois depuis que je l'avais embauché. Ça change tout, Tom. Ils nous ont servi le divorce sur un plateau. Mais je ne pensais plus au divorce. Je pensais à la vengeance. J'ai passé la semaine suivante à préparer la démolition publique la plus retentissante possible. Carter et Elise se croyaient tellement malins, qu'ils pouvaient manipuler les choses à leur avantage.
Ils allaient apprendre que sous-estimer un détective avec 20 ans de métier était une énorme erreur. J'ai commencé par inviter tout le monde à un événement communautaire au Blue Bucket vendredi. J'ai raconté différentes histoires à différentes personnes. Certains pensaient que c'était une réunion de voisins vigilants. D'autres avaient entendu dire que c'était une fête de départ à la retraite pour Danny, le barman, et quelques-uns étaient persuadés que c'était une réunion publique informelle sur des sujets locaux. J'ai fait en sorte que Carter et Elise apprennent que j'avais l'intention de présenter des excuses publiques pour mon mauvais comportement pendant le divorce. J'ai laissé entendre par des amis que j'étais prêt à assumer la responsabilité de l'échec du mariage. Ils ont mordu à l'hameçon. Vendredi soir, le Blue Bucket était bondé. Des flics en civil, des pompiers, des membres du conseil municipal, des voisins, des collègues. La moitié de Millbrook, on aurait dit. J'ai même invité une journaliste du journal local, en lui disant qu'il y aurait peut-être un article à faire sur le pardon dans la communauté. Carter et Elise sont arrivés ensemble, ce qui était déjà une faute. Ils se sont assis à une table près de l'entrée, avec un air suffisant. Linda et George étaient là aussi, ainsi que Kayla, qui pensait toujours que sa mère était la victime. Jacques est descendu de la fac et se tenait près du bar avec Ray et Malik. Il m'a fait un signe d'approbation. Je me suis levé et j'ai attiré l'attention de tout le monde. Merci d'être venu ce soir, ai-je dit, d'une voix assez forte pour que toute la salle m'entende. Je sais qu'il y a eu beaucoup de commérages sur ma vie privée, et j'ai pensé qu'il était temps de remettre les pendules à l'heure. Élise a souri, pensant probablement qu'elle allait me voir supplier pour obtenir son pardon. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que ma femme couchait avec son patron, Carter N. Je les ai pris sur le fait chez nous, dans notre chambre, et j'ai craqué. J'ai dit et fait des choses que je n'aurais pas dû. Des murmures de sympathie ont parcouru la salle. Carter hochait la tête, comme s'il approuvait mes aveux. Mais ensuite, j'ai appris quelque chose qui a tout changé. J'ai sorti mon téléphone et l'ai branché sur le système audio du bar. Danny m'avait aidé à tout installer plus tôt. J'ai appris que la liaison n'était que le début. Ma femme et son amant avaient prévu quelque chose de bien pire. J'ai appuyé sur play. La voix d'Élise a résonné dans la pièce. Faut qu'on ruine les chances de Tom dans le divorce, qu'on le fasse passer pour un homme violent. La voix de Carter a répondu, une ordonnance d'éloignement le mettrait à la porte et le tiendrait éloigné des enfants. Personne ne croirait qu'un flic puisse être la victime, ajouta Élise, avec sa voix si particulière. Et puis, ils éclatèrent de rire, tous les deux. Un silence de mort tomba sur l'endroit. On aurait entendu une mouche voler. Tous les regards étaient rivés sur Élise et Carter, qui avaient l'air de vouloir se volatiliser. Bon, voilà, repris-je, j'étais en colère quand j'ai découvert cette liaison. Mais je pense que la plupart des gens admettront que j'avais le droit d'être en colère. Et je pense que la plupart des gens reconnaîtront aussi que fomenter de fausses accusations de violence est bien pire que de balancer une montre à la tête de quelqu'un. La foule explosa. Les gens hurlaient, certains furieux, d'autres solidaires. Carter essaya de se lever, sans doute pour nier tout en bloc, mais les regards noirs d'une brochette de flics en civil le firent se rasseoir. Linda et George semblaient honteux. Kayla fixait sa mère, horrifiée. L'enregistrement que vous venez d'entendre a été fait par quelqu'un qui était dégoûté par ce qu'il a entendu. Dis-je quand le bruit retomba. Il a été authentifié et servira de preuve dans notre divorce, ainsi que la preuve des notes de frais frauduleuses de Carter, ses agissements abusifs au travail, et ses antécédents d'infidélité. Cette dernière partie était un mensonge. Je n'avais pas trouvé de preuve d'autre liaison, mais le visage de Carter devint livide, alors je savais que j'étais sur la bonne voie. Je ne demande pas de pitié, continuai-je. Je voulais juste que tout le monde connaisse la vérité avant d'entendre des mensonges sur moi. Ma femme et son amant ont essayé de ruiner ma vie, ma carrière, et ma relation avec mes enfants. Ils ont échoué. Je fixai Élise droit dans les yeux. Tu voulais une rupture nette, ma biche? Félicitations. C'est chose faite. Les gens commencèrent à partir, mais pas avant qu'un bon nombre d'entre eux ne viennent me témoigner leur soutien, me serrer la main, ou me taper dans le dos. La journaliste griffonnait comme une folle. Carter et Élise étaient pétrifiés à leur table, bloqués par la foule et leur propre honte. Jacques apparut soudain à mes côtés. Papa, c'était violent. Ils l'ont bien cherché. Kayla se fraya un chemin à travers la foule, des larmes ruisselant sur ses joues. Papa, je suis tellement désolé. Je ne savais pas.
Je pensais que maman disait la vérité quand elle disait que tu étais contrôlant et jaloux. Je pris ma fille dans mes bras pour la première fois depuis des mois. C'est pas grave, ma chérie. Ça reste ta mère. Ça ne change rien. Mais ce qu'elle a fait, ce qu'il projetait de faire, c'est entre ta mère et moi. Tu n'as pas à choisir ton camp. Mais alors même que je le disais, je savais qu'elle l'avait déjà fait. Les semaines qui suivirent furent un foutoir juridique, une déferlante médiatique et un désastre social. Le journal local publia un article en première page sur la liaison et la tentative de fraude. Carter fut viré de son boulot, et sa femme demanda le divorce. Élise perdit son emploi quand 3 gros clients retirèrent leur compte, inquiets des questions d'éthique. Le barreau du Massachusetts commença à se demander si Rebecca Sterling était au courant du faux témoignage que sa cliente avait prévu. Elle se retira de l'affaire plutôt que de risquer d'avoir des ennuis. Élise quitta l'appartement de ses parents après que Linda et George lui eurent dit qu'ils étaient déçus par ses choix et qu'ils avaient besoin d'espace pour gérer tout ça. Elle finit dans un studio à l'autre bout de la ville, pigiste en tant que graphiste pour un salaire bien inférieur à ce qu'elle gagnait avant. Carter essaya de sauver sa réputation, en prétendant qu'il était la victime d'une campagne de dénigrement orchestrée par un mari vengeur, mais les preuves contre lui étaient trop solides. Rien que ce qu'il avait facturé sur ses notes de frais suffisait à le faire blacklister de toutes les agences dignes de ce nom en Nouvelle-Angleterre. Le divorce fut rapide et définitif. Mike O'Brien montra les preuves de la liaison, des fausses accusations planifiées, et de la façon dont Élise avait essayé de cacher de l'argent. Le juge me donna la maison, la garde des 2 enfants, et un règlement qui me mettrait à l'abri du besoin pour des années. 3 mois après cette soirée au Blue Bucket, j'étais dans mon jardin en train de faire griller des burgers pour Jack et Kayla quand mon téléphone sonna. C'était un numéro que je ne connaissais pas, mais j'ai reconnu la voix d'Élise tout de suite. « Tom, c'est moi. »« Qu'est-ce que tu veux, Élise ?» demandai-je. Je voulais m'excuser pour tout. La liaison, les mensonges. Ce qu'on avait prévu de te faire. C'était mal. Je regardais mes enfants, qui me surveillaient tous les 2. Jack était à la maison pour les vacances de printemps, et Kayla terminait sa dernière année de lycée. Ils avaient tous les 2 choisi de vivre chez moi à plein temps, mais ils voyaient encore leur mère de temps en temps. Tes excuses sont prises en compte, dis-je. J'ai perdu le bébé. Je ressentis une pointe de quelque chose, pas tout à fait de la sympathie, mais pas de la satisfaction non plus. Je suis désolé d'apprendre ça. Carter ne répond plus à mes appels. Je crois qu'il voit quelqu'un d'autre. Ce n'est plus mon problème, Élise. Je sais. Je voulais que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai gâché. Ce qu'on avait. Ce qu'on avait, c'était 22 ans et 2 enfants, dis-je. C'est pas rien. Mais ce n'est pas suffisant pour effacer ce que tu as fait. Y a-t-il une chance que... Non. Le silence se prolongea au bout du fil. J'espère que tu es heureux, Tom. Vraiment. J'y arrive. Après qu'elle eut raccroché, je retournai auprès de mes enfants à la table de pique-nique. Le soleil se couchait derrière les arbres, colorant le ciel d'orange et de rose. C'était calme, comme notre maison ne l'avait pas été depuis des années. C'était maman, demanda Kayla. Ouais. Qu'est-ce qu'elle voulait? S'excuser. Jack renifla. Un peu tard pour ça. Il n'est jamais trop tard pour s'excuser, dis-je. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit accepter ses excuses, ni que ça change quoi que ce soit. 6 mois plus tard, j'étais promu lieutenant de police. Ray Martinez est devenu mon nouveau partenaire, et Malik Johnson a pris l'ancien poste de Ray. On travaillait bien ensemble, et le taux de succès du service s'est nettement amélioré sous notre direction. J'ai commencé à fréquenter une prof, Suzanne, qui n'avait rien à voir avec mon passé. Elle était gentille, intelligente, et vraiment honnête sur ce qu'elle voulait et attendait. On y allait doucement, tous les 2 prudents pour ne pas s'emballer. Jacques a fini la fac avec mention et a trouvé un boulot dans une boîte de cybersécurité à Boston. Kayla a été acceptée dans 3 facs différentes et a décidé de faire du journalisme, en disant qu'elle voulait dénoncer les menteurs et demander des comptes aux puissants. J'étais fier d'eux 2. 1 an après la bagarre au Blue Bucket, je suis tombé sur Carter dans une station-service. À la sortie de la ville. Il conduisait une Honda pourrie et portait des fringues bas de gamme. Il avait l'air minable. Ses cheveux se faisaient rares, son visage était usé, et il ressemblait à un type qui avait tout perdu. Il m'a vu et a essayé de détourner le regard,
mais je me suis approché de lui. Carter. Tom. Il ne me regardait pas. Comment ça va? Ça va. Bien. Je travaille pour une petite boîte à Springfield maintenant. C'est bien. Le travail honnête, c'est important. Il a acquiescé, toujours sans me regarder. Tu sais, dis-je, je ne t'ai jamais remercié. Ça a attiré son attention. Remercier? De m'avoir montré qui était vraiment ma femme. Pendant 22 ans, j'ai cru être marié à quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui accordait de l'importance à la loyauté et à l'honnêteté. Tu m'as aidé à voir la vérité. Son visage est devenu rouge. Tom, ne t'excuse pas. Tu m'as rendu service. Je suis plus heureux maintenant que je ne l'ai été depuis des années. Mes enfants me respectent, ma carrière se passe bien, et je suis avec quelqu'un qui valorise vraiment les mêmes choses que moi. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis retourné. Ah, et Carter, cette Rolex rouge que tu as laissée chez moi. Je l'ai donnée à la vente aux enchères du fonds de solidarité de la police. Elle a rapporté $3000 pour les familles des agents tués dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai pensé que tu aimerais savoir que ta montre a servi à une bonne cause. Je l'ai laissée là, bouche bée, à me regarder partir. Ce soir-là, je dînais avec Suzanne dans un restaurant tranquille du centre-ville quand elle m'a posé une question qui m'a fait réfléchir. Tu regrettes parfois la façon dont tu as géré toute cette histoire avec ton ex-femme? Certains pourraient dire que tu as été trop dur. J'y ai réfléchi. J'aurais pu m'y prendre différemment, dis-je finalement. J'aurais pu être plus discret, plus indulgent. J'aurais pu essayer d'arranger les choses ou simplement divorcer en douceur sans le scandale public. Mais elle et Carter n'avaient pas l'intention de me faire la même fleur. Ils allaient détruire ma réputation, ma carrière, et ma relation avec mes enfants sur la base de mensonges. Ils allaient m'envoyer en prison s'ils pouvaient. Suzanne a acquiescé. Alors tu ne regrettes rien. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir mis si longtemps à voir qui elle était vraiment. J'ai gaspillé des années à essayer de faire fonctionner un mariage avec quelqu'un qui ne partageait pas mes valeurs. J'aurais dû faire attention aux signaux plus tôt. Quels signaux? La façon dont elle parlait des autres quand ils n'étaient pas là. La façon dont elle justifiait de prendre des raccourcis au travail. La façon dont elle avait toujours une excuse quand elle se faisait prendre à mentir. Des petites choses, mais ça s'accumulait, tu vois? J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la sienne. Maintenant, je suis avec quelqu'un qui me dit la vérité, même quand c'est dur. Quelqu'un qui tient ses promesses. Quelqu'un qui traite tout le monde avec respect. Suzanne a souri. Même quand il ne le mérite pas. Surtout dans ce cas-là. C'est comme ça qu'on voit comment quelqu'un est vraiment et comment il traite les gens qui ne peuvent rien faire pour lui. 2 ans après que le divorce ait été prononcé, j'ai reçu une invitation au mariage de Carter. Il épousait son ancienne secrétaire, une femme de 20 ans plus jeune qui était apparemment impressionnée par ses histoires sur la façon dont il avait été floué par le mari vengeur d'une ancienne amante. Je n'y suis pas allé, mais j'ai entendu dire que c'était un truc à la petite semaine dans un hôtel miteux. La nouvelle femme de Carter était déjà enceinte, et il travaillait comme simple comptable dans une boîte à Springfield, et gagnait un tiers de ce qu'il gagnait à l'époque où il avait sa propre agence. Élise avait déménagé dans le Vermont. Elle travaillait pour un organisme à but non lucratif et vivait dans un petit appartement au-dessus d'un café. Apparemment, elle avait trouvé la foi et était à fond dans son église, mais qui savait si c'était sincère ou juste une autre façon de se réinventer. De toute façon, je m'en foutais. Jacques s'est fiancé à sa copine de fac, une femme intelligente et drôle qui était ingénieure en logiciel. Kayla se débrouillait super bien à la fac et sortait avec un étudiant en médecine qui me rappelait moi à l'époque. Sérieuse, bosseuse et complètement dingue de moi. Suzanne et moi avons acheté une maison ensemble, plus petite que celle que j'avais avec Élise, mais avec une meilleure lumière et une vue sur la montagne. On parlait parfois de se marier, mais on n'était pas pressés. On avait tous les deux compris qu'une bonne relation valait bien plus qu'un bout de papier. Le jour du 3e anniversaire de cette fameuse soirée au Blue Buquet, Ray et moi bossions sur une affaire de détournement de fonds dans une boîte locale. Le type était d'âge mûr et volait son patron pour se payer un train de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Ça me rappelle quelqu'un qu'on connaît, dirait, en examinant les preuves. Carter? Ouais, le même topo. Vivre la belle vie, se disant qu'il le méritait, avant de se faire choper à cause d'une connerie. La différence, c'est que ce type la volait juste de l'argent, dis-je.
Carter a essayé de me voler ma vie et s'est planté en beauté. Carrément. En rentrant au commissariat, j'ai repensé à tout ce qui avait changé en 3 ans. Mes enfants allaient bien et avaient tiré des leçons difficiles sur l'honnêteté et les conséquences des erreurs. Mon boulot était au top. Ma relation avec Suzanne était basée sur le respect et des sentiments authentiques, pas juste sur l'habitude. Surtout, j'avais réappris à faire confiance à mon instinct. J'avais ignoré les signaux dans mon mariage pendant des années, me disant que l'amour suffirait à tout arranger. Je ne referai plus cette erreur. Ce soir-là, Suzanne et moi étions sur notre terrasse à regarder le coucher du soleil quand elle m'a posé une question qui m'a surpris. « Tu penses qu'Élise t'a vraiment aimé un jour ?» J'ai réfléchi un moment. Je crois qu'elle aimait l'idée que je représentais, dis-je finalement. Ce que je symbolisais, la sécurité, le sentiment de protection que je lui procurais. Mais je ne pense pas qu'elle ait jamais vraiment su qui j'étais ou ce qui comptait pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle pensait que mon boulot n'était qu'un chèque de paie, que je pouvais tordre mes règles, qu'elle pouvait prendre ma loyauté pour acquise. Elle n'a jamais compris que ces choses-là faisaient partie de moi. Et Carter ? Carter, c'était l'excitation, l'argent, la promesse d'une vie meilleure. Elle était prête à tout jeter pour quelqu'un qui pouvait lui acheter des bijoux et l'emmener dans des endroits chics. Tu crois qu'elle regrette maintenant ? Probablement. Mais pas pour les bonnes raisons. Elle regrette de s'être fait prendre, les conséquences, la perte de sa vie facile. Je ne crois pas qu'elle regrette de t'avoir blessé, d'avoir menti à nos enfants ou d'avoir essayé de ruiner ta réputation. Suzanne resta silencieuse un instant. Tu as l'air vraiment sûre de toi. Je le suis. Si elle avait vraiment compris ce qu'elle avait fait, elle aurait avoué avant de se faire démasquer. Elle aurait mis fin à cette histoire et essayé de sauver notre mariage. Au lieu de ça, elle a misé le tout pour le tout et a essayé de me faire passer pour le méchant. Et c'est pour ça que tu ne peux pas lui pardonner ? Je pourrais pardonner l'infidélité, dis-je. Les gens font des erreurs. Les mariages traversent des périodes difficiles. Les gens bien font parfois des conneries. Mais la planification, la tentative de me piéger, le fait de détruire ma relation avec mes enfants, ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Une série de choix. Et Carter ? Carter n'a jamais été mon ami. Ne m'a jamais rien promis. Ne me devait rien. C'est un type répugnant qui se sert des femmes, mais c'est entre lui et sa conscience. Élise, c'est elle qui a trahi 22 ans de mariage et 2 enfants qui lui faisaient confiance. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans notre lit confortable, à côté d'une femme qui ne m'avait jamais menti, dans une maison qu'on avait choisie ensemble, avec l'envie de passer une bonne journée au boulot avec des gens en qui j'avais confiance. C'était une belle vie, bâtie sur l'honnêteté et le respect. J'ai repensé à cette Rolex rouge qui avait tout déclenché, posée sur ma table de chevet comme une bombe à retardement. Une si petite chose pour foutre autant de bordel. Mais peut-être que ça collait. L'histoire d'Élise et de Carter était construite sur de petits mensonges, de petits compromis, de minuscules trahisons qui avaient fini par donner quelque chose d'horrible. Ma nouvelle vie était bâtie sur l'inverse. De petites choses. Être honnête, faire ce qu'il faut chaque jour. S'assurer que mes actions correspondaient à ce que je prétendais croire. Ce n'était pas aussi spectaculaire que la dispute qui avait mis fin à mon mariage, mais j'avais l'impression que ça pouvait durer. En me préparant pour le travail, je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Plus vieux qu'il y a 3 ans, oui, mais plus heureux aussi. Les rides d'inquiétude étaient moins profondes et je me déplaçais comme un type qui avait traversé l'enfer et qui en était revenu. Mon téléphone a vibré. C'était Jacques. Papa, Sarah et moi, on a fixé une date. Le 15 juin de l'année prochaine. J'espère que Suzanne et toi pourrez venir. J'ai souri et répondu par texto, pour rien au monde. Félicitations, fiston. Un autre texto. Celui-ci de Kayla, j'ai eu un A à mon projet de journalisme d'investigation. Merci de m'avoir appris à toujours vérifier mes sources. Je t'aime, papa. J'ai envoyé les 2 textos à Suzanne. Elle a répondu avec un emoji cœur. Et tes enfants sont géniaux. Je me demande de qui ils tiennent ça. Au commissariat, Ray était déjà là, enseveli sous des dossiers, en train de boire un café assez fort pour ronger du métal. Salut, partenaire, dit-il. Prêt à combattre le crime et à sauver le monde ? Toujours, dis-je en m'affalant sur ma chaise et en allumant l'ordinateur. Oh, au fait, dit Ray.
J'ai entendu dire que la nouvelle femme de Carter avait demandé le divorce. Je l'ai chopée en train de la tromper avec une collègue, apparemment. Je secouai la tête. Il y en a qui ne changeront jamais. Chasser le naturel, il revient au galop, mon pote approuverait. Mais bon, au moins, t'es pas marié avec. Dieu merci pour les petites miséricordes. En passant en revue les affaires du jour, je me disais à quel point ma vie aurait pu être différente si je n'avais jamais repéré cette Rolex rouge sur l'appel vidéo. J'aurais pu continuer pendant des années, peut-être des décennies, coincé avec une femme qui ne me respectait pas. Me tuer au travail pour payer une vie bâtie sur des mensonges. Élever des enfants qui pensaient que tricher et mentir, c'était pas grave tant qu'on se faisait pas prendre. Au lieu de ça, j'avais affronté la vérité, aussi douloureuse fut-elle, et j'avais eu une chance de construire quelque chose d'authentique. Mes enfants avaient appris que les actes ont des conséquences. Que faire ce qui est juste est plus important que d'être à l'aise. Et que les personnes en qui on a le plus confiance peuvent parfois nous blesser le plus. C'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était une vie dont je pouvais être fier. Cet après-midi-là, Suzanne m'a appelé pour me rappeler le dîner avec ses parents. Ils étaient de passage de Californie, et on les emmenait au meilleur restaurant du coin. C'était le genre de soirée que j'aurais redouté avec Élise. Elle aurait passé son temps à me lancer des piques et des remarques désobligeantes sur mes manières, mes vêtements, ce que je disais. Avec Suzanne, c'était juste un dîner avec des gens auxquels elle tenait. Une occasion de les connaître et de leur montrer que j'étais pas une épave totale. Je devrais prendre des fleurs pour ta mère, ai-je texté. Elle adorerait. Des roses s'il y en a. Mais n'importe quoi de joli fera l'affaire. Simple, clair. Pas de sous-entendu, pas de test, pas de pincettes. C'était dingue comme la vie devenait plus facile quand on était avec quelqu'un qui disait ce qu'il pensait et qui pensait ce qu'il disait. À 17h, j'ai quitté le commissariat et je suis allé chez le fleuriste du centre-ville. Madame Chen, la propriétaire, me connaissait depuis des années. C'est elle qui avait fait les bouquets pour la remise de diplôme de mes 2 enfants. Inspecteur Bishop, dit-elle en me voyant entrer. Quelle est l'occasion spéciale aujourd'hui? Dîner avec les parents de Suzanne. Ils sont en visite. Ah, la rencontre avec la famille. Très important. J'ai de magnifiques roses qui sont arrivées ce matin. Pendant qu'elle emballait les fleurs, Madame Chen me demanda des nouvelles de Jacques et Kayla. Elle se souvenait d'eux comme de bons enfants. Je lui ai raconté ce qu'ils faisaient, sentant cette fierté familière monter en moi. Vous les avez bien élevés, dit-elle en me tendant les fleurs. Même après tous les problèmes avec votre ex-femme? Ils sont devenus de bonnes personnes. Ils se sont élevés eux-mêmes. J'ai juste essayé de ne pas trop les massacrer. Ne soyez pas si modeste. Les enfants apprennent en regardant, pas en écoutant. Vos enfants vous ont vu gérer une situation difficile avec dignité, et ils ont appris de ça. En rentrant chez moi, j'ai repensé à ce que Madame Chen avait dit. Est-ce que j'avais géré ça avec dignité? La confrontation au Blue Buquet avait été assez violente. Conçue pour humilier Élise et Carter devant tout le monde. Certains diraient qu'une attitude plus digne aurait été de régler ça discrètement, avec des avocats. Mais ils ne m'avaient pas laissé ce choix. Ils avaient prévu de me démolir en public, de me faire passer pour un menteur et un danger pour ma propre famille. Alors, montrer ce qu'ils étaient réellement, ce n'était pas de la vengeance. C'était de la légitime défense. Plus que ça a montré à Jacques et Kayla que leur père n'allait pas se laisser faire. Qu'ils n'allaient pas assumer la responsabilité des erreurs des autres. Ils ont appris que parfois, il faut se battre pour son nom. Son intégrité. Son droit d'être traité avec respect. Ce soir-là, le dîner avec les parents de Suzanne s'est très bien passé. Son père, un ingénieur à la retraite, aimait ma façon méthodique d'aborder le travail de policier. Sa mère, une ancienne enseignante, était impressionnée par Jacques et Kayla. Ils ont posé de bonnes questions sur mon travail, mes enfants, mes projets. Suzanne nous a dit que vous avez vécu un divorce difficile, dit sa mère au dessert. Ça a dû être dur pour les enfants. Ça l'a été, dis-je. Mais je pense qu'ils en sont sortis plus forts. Ils ont appris des leçons importantes sur ce qui arrive quand on est malhonnête et qu'on trahit quelqu'un. Et sur le fait de se défendre, ajouta Suzanne. Tom ne s'est pas contenté de subir. Il s'est battu, et il a gagné. Son père hocha la tête. Un homme doit se défendre. Si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Plus tard dans la soirée,
Suzanne et moi faisions la vaisselle quand elle demanda « Tu t'inquiètes parfois que ce qui s'est passé avec Élise puisse nous affecter ? Genre, que tu aies des problèmes de confiance ou que tu deviennes méfiant envers moi. » J'ai arrêté de laver l'assiette. Tu me donnes une raison d'être méfiant? Non, bien sûr que non. Alors on n'a pas de problème. Je ne me méfie pas de toutes les femmes parce qu'une femme m'a trahi. Je me méfie des gens qui mentent, qui ne tiennent pas leurs promesses, qui disent une chose et en font une autre. Tu n'es rien de tout ça. Comment peux-tu en être si sûr? Je t'observe depuis 2 ans. J'ai vu comment tu traites tes amis, tes élèves, ta famille. J'ai vu comment tu gères le stress, la déception, les disputes. Tu es cohérent. Tu es honnête. Tu es fiable. Ce ne sont pas des qualités très romantiques. J'ai ri. Tu plaisantes? Après 22 ans avec quelqu'un qui n'a aucune de ces qualités. C'est ce qu'il y a de plus romantique à mes yeux. Elle a souri et m'a embrassé. Je t'aime, Tom Bishop. Moi aussi, je t'aime. En rangeant nos affaires, je me suis rendu compte à quel point ma définition de l'amour avait changé. Avec Élise, l'amour, c'était la passion, l'excitation, le frisson de l'inconnu. C'était aussi l'inquiétude, le doute, et la perpétuelle nécessité de prouver que j'étais à la hauteur. Avec Suzanne, c'était le confort, la sécurité, et le sentiment d'être vraiment vu et accepté. Moins de cinéma, beaucoup plus authentique. Le lendemain matin, samedi, je profitais d'un rare jour de congé quand Jacques a appelé, tout excité. « Papa, tu ne vas pas croire ça. Je suis tombé sur maman au supermarché. Mon estomac s'est noué. » Comment ça s'est passé? Bizarre. Elle est différente. Plus vieille, je suppose, mais un peu triste. Elle a demandé de tes nouvelles. Qu'est-ce qu'elle voulait? Savoir si tu étais heureux, si tu étais toujours avec Suzanne, si tu parlais encore d'elle. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que tu es heureux, que Suzanne est super. Et que tu es passé à autre chose. Comment elle a réagi? Elle a pleuré. Là, dans le rayon des céréales. C'était super gênant. J'ai ressenti cette pointe de quelque chose comme de la compassion. Même après tout ce qui s'était passé, Élise restait la mère de mes enfants. Apprendre qu'elle avait du mal ne me faisait pas autant de bien que je l'aurais cru. Elle a dit autre chose? Ouais. Elle a dit qu'elle était fière de moi et de Kayla. Et qu'elle savait qu'on s'en était bien sorti grâce à toi. Elle a dit qu'elle était désolée pour tout et qu'elle espérait qu'on pourrait de nouveau avoir une relation un jour. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que j'allais y réfléchir. Mais honnêtement, papa, je ne sais pas si je peux encore lui faire confiance. Chaque fois que je repense à ce qu'elle avait l'intention de te faire. Elle reste ta mère, Jacques. Ce qu'elle m'a fait ne change rien à ça. Si, ça change la façon dont je la vois. Avant, je pensais qu'elle était cette femme forte et brillante qui avait tout pour elle. Maintenant, je sais qu'elle était prête à détruire sa propre famille pour un type qui l'a larguée dès que les choses sont devenues difficiles. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur, papa. C'était un choix. Toute une série de choix. Et le fait qu'elle soit désolée maintenant ne répare rien. Il avait raison, bien sûr. Les regrets d'Élise, même s'ils étaient sincères, n'effaçaient pas les mensonges, la confiance brisée, ni la tentative de ruiner ma réputation. Ça ne me rendait pas les années gaspillées dans un faux mariage et ça n'effaçait pas de la mémoire de mes enfants ce dont leur mère était capable. Mais ça ne voulait pas dire non plus qu'elle était irrécupérable ou incapable de changer. Les gens pouvaient évoluer, apprendre, devenir meilleurs. La question était de savoir si elle changeait vraiment ou si elle se contentait de jouer la comédie pour obtenir ce qu'elle voulait. Sois prudent, ai-je dit à Jacques. Si tu décides d'avoir une relation avec elle, assure-toi que ce soit à tes conditions. Ne te laisse pas culpabiliser. Et ne lui fais pas entièrement confiance tant qu'elle n'aura pas prouvé qu'elle a vraiment changé. Je ferai attention, papa. Merci. Après avoir raccroché, j'ai raconté à Suzanne l'appel. Elle a écouté, puis a demandé, « Qu'est-ce que tu penses du fait qu'Élise soit désolée ?» Je pense qu'elle est seule et qu'elle regrette ce qui s'est passé, ai-je dit. Savoir si elle regrette les choix eux-mêmes est plus difficile à dire. Est-ce que ça a de l'importance? Pour moi? Non. Je suis passé à autre chose. C'est à Jacques et Kayla d'en décider. C'est à eux de décider quel genre de relation,
s'il y en a une, ils veulent avoir avec leur mère. Et s'ils choisissent de lui pardonner, c'est leur décision. Je ne m'en mêlerai pas. Cet après-midi-là, Suzanne et moi sommes allés randonner dans le parc régional, comme nous le faisions la plupart des week-ends quand il faisait beau. Belle journée d'automne, les feuilles commençaient tout juste à changer de couleur, l'air était vif. Nous avons marché en silence, profitant du paysage et de la compagnie l'un de l'autre. Au sommet, nous nous sommes assis sur un banc surplombant la vallée, partageant un café et observant des faucons. C'est agréable, a dit Suzanne, se penchant contre moi. Oui. L'excitation de ton ancienne vie ne te manque jamais? Le théâtre, l'intensité? J'y ai réfléchi. Non. Le drame est surfait. Je préfère la paix, même si c'est parfois ennuyeux. Ce n'est pas ennuyeux. C'est à ça que ressemble le bonheur, en fait. Des moments tranquilles avec quelqu'un qu'on aime, faire des choses simples ensemble, ne pas se soucier des secrets ou des mensonges. On dirait un homme qui a tiré des leçons difficiles. C'est vrai. Mais elles en valaient la peine. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. C'était Kayla, qui appelait de l'université. Papa. Jacques m'a dit que tu avais croisé maman. Je voulais que tu saches que j'envisage de la contacter. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis partagé. Je suis toujours furieuse contre elle pour ce qu'elle a fait, mais c'est ma maman. Je n'arrête pas de repenser au bon moment, tu vois? Quand j'étais petite, avant que tout ne dérape. Ces bons moments étaient réels, ma chérie. Ce qui s'est passé après ne change rien à ça. Mais comment savoir qu'elle ne va pas encore me faire le coup? Comment savoir que ce n'est pas juste un nouveau jeu? Bonne question. Je n'avais pas de bonne réponse. Tu ne peux pas, ai-je fini par dire. C'est le risque quand tu fais confiance à quelqu'un qui t'a trahi. Il faut juste être malin. Vas-y doucement, reste sur tes gardes et ne lui donne pas l'occasion de te blesser à nouveau. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, je lui donnerais probablement une chance. Mais avec des règles. Genre? Contact limité au début. Pas de ressassement du passé tant qu'elle n'a pas prouvé qu'elle a changé. Et des limites claires sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Si elle franchit ses limites, tire un trait. Tu sauras que tu lui as donné une chance honnête, et que c'est elle qui l'a gâchée. Merci, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon chéri. Après que j'ai raccroché, Suzanne a demandé, ça va? Ouais, je crois. C'est dur de voir ses enfants traverser ces galères. Ils sont intelligents et forts, tu sais. Ils vont s'en sortir. Et si Élise les blesse encore une fois, je serai là pour les aider à ramasser les morceaux. Mais je ne peux pas les empêcher de faire leur propre choix, même s'ils se plantent. C'est vraiment mature de ta part. Ou juste que je suis vraiment crevé. Parfois, c'est dur à dire. Ce soir-là, on a préparé le dîner et on a regardé un film. Une fin tranquille pour une journée paisible. Plus tard, en me préparant pour aller me coucher, je me suis regardé dans le miroir et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. La colère qui me rongeait, le besoin de vengeance qui m'avait dévoré après avoir découvert l'histoire d'Élise, tout ça avait disparu. À la place, il y avait quelque chose que je n'attendais pas. De l'acceptation, presque de la gratitude. Reconnaissant d'avoir découvert la vérité avant de gâcher encore plus d'années dans un mariage bidon. Reconnaissant que mes enfants m'aient vu me défendre et me battre pour ce qui était juste. Reconnaissant d'avoir trouvé quelqu'un qui se souciait des mêmes choses que moi et qui m'aimait pour ce que j'étais, et non pour ce qu'elle voulait que je sois. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café et Suzanne qui fredonnait dans la cuisine. Elle faisait des pancakes, comme toujours le dimanche matin quand on n'avait rien de prévu. C'était un détail, mais ça voulait tout dire de notre relation. Les mêmes choses, l'attention, le simple fait d'apprécier les petites choses avec quelqu'un qu'on aime. Bonjour, a-t-elle dit en m'embrassant pendant que je me servais du café. Bien dormi? Comme un bébé. Qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Je pensais qu'on pourrait faire un peu de jardinage ce matin. Peut-être aller au marché paysan cet après-midi. Rien de fou. Ça a l'air parfait. Et c'était parfait, d'une manière dont mon ancienne vie n'avait jamais été. Pas d'arrière-pensée, pas de marche sur des œufs, pas à se demander dans quel état d'esprit j'allais la trouver en rentrant à la maison. Juste un dimanche paisible avec une femme qui disait ce qu'elle pensait et qui pensait ce qu'elle disait.
pendant qu'on travaillait dans le jardin, à arracher les mauvaises herbes et à planter des bulbes pour le printemps prochain, je pensais à quel point c'était différent de l'aménagement paysager sophistiqué qu'Élise voulait dans notre ancienne maison. Elle avait engagé des designers coûteux et voulait des plantes bizarres qui demandaient un travail constant et des professionnels. C'était joli, mais c'était artificiel. Plus pour impressionner les voisins que pour vraiment en profiter. La façon de Suzanne était plus simple. Des plantes locales qui poussaient bien ici, des légumes qu'on pouvait manger, des fleurs qui attiraient les oiseaux et les papillons. Ce n'était pas aussi tape à accent graveleuil, mais ça durait, et ça correspondait à sa personnalité pratique. « À quoi tu penses, d'Ivoire » a-t-elle demandé, voyant que j'avais arrêté de travailler. « Je pensais juste à combien j'aime ça » j'ai dit en désignant le jardin, la maison, le calme du dimanche matin. C'est pas compliqué, mais c'est authentique. L'authentique est sous-estimé. Ouais, c'est vrai. Cet après-midi-là, au marché paysan, on a croisé plein de gens que je connaissais du travail et de la ville. Tout le monde était amical et semblait content de nous voir ensemble. C'était très différent des moments embarrassants après le divorce, quand les gens ne savaient pas quoi dire ni quoi croire. Maintenant, 3 ans plus tard, l'histoire était juste un fait. La femme de Tom Bishop l'avait trompé avec son patron. Ils avaient essayé de le piéger. Il les avait démasqués, et il était passé à autre chose. C'était une histoire que les gens racontaient sur l'intégrité et sur ce qui arrive quand on arnaque les autres. Le détective Bishop a interpellé Madame Patterson, qui tenait le stand de fleurs. « Alors, elles plaisent vos roses ?»« Beaucoup, merci. Suzanne les adore. »« Tant mieux. Tant mieux. Vous savez, j'ai toujours dit que vous étiez trop bien pour votre ex-femme. Certaines personnes ne savent juste pas ce qu'elles ont. » C'était une conversation normale, sympa mais un peu bizarre, bien intentionnée mais un peu commère. J'étais habitué à ces conversations. C'était le prix à payer pour vivre dans une petite ville où tout le monde sait tout. Sur le chemin du retour, Suzanne a demandé, « Ça te dérange que les gens parlent encore de ton divorce ?» Parfois, j'ai dit, « Mais je préfère qu'ils parlent de la vérité plutôt qu'ils ne pensent que j'étais un connard. » Tu penses que l'histoire finira par s'effacer ? Finalement, quand il se passera quelque chose de plus gros. Ou quand il se sera passé suffisamment de temps pour que les gens oublient. Mais honnêtement, je m'en soucie moins qu'avant. Laisse-les parler. Tu as beaucoup changé depuis qu'on s'est rencontrés. Comment ? Tu es plus détendu, plus sûr de toi, moins en colère. Elle avait raison. La colère que j'avais ressentie, cette rage qui avait alimenté ma vengeance contre Élise et Carter ? Évanouie. Calcinée. Il ne restait que ce sentiment de calme, d'assurance quant à qui j'étais et ce que je voulais. Je n'avais besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni de justifier mes choix. Sauf aux personnes qui comptaient. Ce soir-là, Jacques appela pour me tenir au courant de sa conversation avec Élise. J'ai décidé de la voir pour prendre un café, dit-il. Juste pour l'écouter. Alors, ça s'est passé comment ? Mieux que je ne le pensais, en fait. Elle n'a pas cherché d'excuses ni essayé de rejeter la faute sur qui que ce soit. Elle a dit qu'elle avait fait des choix terribles et qu'elle comprenait pourquoi Kayla et moi, on était furieux. Tu la crois ? Je crois, oui. Elle avait vraiment l'air désolée, pas juste désolée de s'être fait prendre. Elle suit une thérapie et voit un conseiller à son église. C'est bien. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que j'étais prêt à essayer de renouer avec elle. Mais qu'il faudrait du temps pour reconstruire la confiance. Elle a dit qu'elle comprenait et qu'elle était prête à se donner du mal. Et Kayla ? Elle va appeler maman cette semaine. On en a parlé, et on pense toutes les deux qu'on devrait lui donner une chance. Mais on va faire attention. J'étais fier, mais aussi inquiet. Fier que mes enfants soient assez mûrs pour décider de pardonner. Inquiet qu'ils ne se préparent à davantage de souffrance si Élise retombait dans ses travers. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, leur dis-je. Allez-y doucement, fixez des limites claires, et ne la laissez pas vous culpabiliser. On le fera, papa. Et merci de ne pas avoir essayé de nous en dissuader. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Vous êtes tous les deux adultes. Vous pouvez faire vos propres choix, même si je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec ce choix-là. J'y réfléchis. Je suis sceptique, mais j'espère me tromper. J'espère qu'elle a vraiment changé et que vous pourrez avoir une bonne relation avec elle. Et si elle n'a pas changé,
Alors vous apprendrez quelque chose d'important sur les deuxièmes chances et sur la différence entre pardonner et faire confiance. Après avoir raccroché, Suzanne me demanda, « Qu'est-ce que tu ressens à l'idée que les enfants renouent avec leur mère ?» Nerveux, admis-je. Mais aussi fier d'eux d'être prêts à prendre ce risque. Il faut du cran pour pardonner à quelqu'un qui t'a fait autant de mal. Est-ce que tu songes à lui pardonner toi-même? Je l'ai déjà fait, d'une certaine manière. Je ne suis plus en colère, et je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit de mal. Mais lui pardonner ne veut pas dire que je lui fais confiance ou que je veux qu'elle revienne dans ma vie. Ça veut juste dire que je ne traîne plus toute cette haine avec moi. C'est très sage. Ou très fatigué. Comme je dis, parfois, c'est dur à dire. 6 mois plus tard, Jacques appela avec une nouvelle surprenante. Papa, maman s'est fiancée. Avec qui? Un type qu'elle a rencontré à son église. Il s'appelle David, et il est travailleur social. Elle dit qu'il sait tout de son passé et qu'il l'aide à devenir une meilleure personne. J'éprouvais un mélange de sentiments. Du soulagement qu'elle aille de l'avant, des doutes quant à ses motivations, et une sorte de tristesse bizarre pour la femme que j'avais aimée. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Demandai-je. Honnêtement, je suis content pour elle. Elle a l'air différente maintenant. Plus humble, plus consciente de l'impact de ses actes sur les autres. Et David a l'air d'être un bon type. Tu l'as rencontré? Oui, plusieurs fois. Il n'a rien à voir avec Carter. Calme, réfléchi, vraiment à fond dans l'aide aux autres. Il travaille avec des jeunes en difficulté, et il a déjà été marié, donc il comprend les familles recomposées et tout ça. C'est bien. Je suis content qu'elle ait trouvé quelqu'un qui la rende heureuse. Vraiment? Oui, vraiment. Je veux qu'elle soit heureuse, Jacques. Je ne veux juste plus être celui qui est responsable de son bonheur. Elle m'a demandé de te dire quelque chose. Quoi? Elle a dit de te remercier de ne pas avoir essayé de monter Kayla et moi contre elle. Elle a dit que beaucoup de types dans ta situation auraient empoisonné leurs enfants contre leur ex-femme, mais que toi, tu ne l'as jamais fait. Vous êtes assez intelligent pour faire vos propres choix. Vous n'aviez pas besoin de moi pour vous dire quoi penser. Elle a dit aussi qu'elle espérait qu'un jour, tu pourrais lui pardonner. Je l'ai déjà fait. Mais ça ne veut pas dire que je veux qu'on soit amis ou que je pense que ce qu'elle a fait était bien. Ça veut juste dire que je ne suis plus en colère. Je crois que c'est tout ce qu'elle espérait. Ce soir-là, je racontai à Suzanne les fiançailles d'Élise. Elle écouta, ne dit rien, puis posa la question que je redoutais. Est-ce que ça te dérange qu'elle se remarie? Non, répondis-je. Et je réalisai que je le pensais. J'espère qu'elle a appris de ses erreurs et que ce mariage sera fondé sur l'honnêteté et le respect. Et si ce n'est pas le cas, alors ce ne sera pas mon problème. J'ai fait mon boulot de mari pendant 22 ans. Quelqu'un d'autre peut prendre le prochain quart. Suzanne rit. C'est une façon très pragmatique de voir les choses. Je suis un homme pragmatique. Oui, tu le es. C'est une des choses que j'aime chez toi. 1 an plus tard, Kayla obtint son diplôme universitaire en journalisme et une offre d'emploi d'un grand journal. Jacques avait obtenu une promotion dans sa boîte de cybersécurité et acheté une maison avec sa fiancée. Tous les deux allaient toujours voir leur mère, les choses s'arrangeaient, et elle avait épousé David et semblait faire de réels efforts pour être une meilleure personne. J'étais fier d'eux tous. De mes enfants, pour leur maturité et leur sagesse. Même d'Élise, pour avoir tiré les leçons de ses erreurs et essayé de construire une vie meilleure. Quant à moi, j'étais exactement là où je voulais être. Suzanne et moi nous sommes fiancés le jour de l'anniversaire de notre premier rendez-vous, et on préparait un mariage en petit comité pour le printemps. Ma carrière était au top. Mes enfants allaient bien et étaient heureux. Et je me réveillais chaque matin à côté de quelqu'un qui m'aimait pour ce que j'étais vraiment. Cette Rolex rouge qui avait tout déclenché? Disparu. Donnée à une œuvre caritative. Oubliée. Mais les leçons, elles, sont restées. Du genre, fais gaffe aux signaux d'alerte. Batte-toi pour ton nom, ta parole. Et fais la différence entre l'amour bidon et le vrai. Les gens me demandent parfois si je regrette la façon dont j'ai géré les choses avec Élise et Carter. Ma réponse est toujours la même, je regrette que ce soit arrivé, mais pas de l'avoir fait. Ils allaient me descendre. J'ai juste utilisé la seule arme que j'avais, la vérité. Et la vérité? Elle m'a libéré, même si ça a fait un mal de chien sur le moment.
Ça m'a coûté mon mariage, oui. Mais j'ai récupéré mon respect de moi-même. Mes enfants? Ça leur a fait mal un temps, mais ils ont appris ce que c'est de faire ce qui est juste, et ce qui arrive quand tu ne le fais pas. Je me suis fait des ennemis, c'est sûr, mais j'ai aussi découvert qui étaient mes vrais amis. Le plus important? Ça a fait de la place pour une vie meilleure. Une vie basée sur l'honnêteté, le respect des autres, et le souci sincère les uns des autres. Je n'échangerai ça pour toutes les Rolex rouges du monde. Le jour de mon mariage avec Suzanne, debout devant le miroir, en ajustant ma cravate. J'ai repensé à qui j'étais 3 ans auparavant. Fou de rage. Trahi. En quête de vengeance contre ceux qui avaient essayé de me baiser. Ce type a fait ce qu'il devait faire. Content de l'avoir laissé derrière moi, quand même. Le moi d'aujourd'hui? Bien plus calme, plus intelligent, plus heureux. Je fais la différence entre la justice et la simple envie de rendre la monnaie de sa pièce. Entre pardonner et se réconcilier. Entre aimer quelqu'un et le posséder. J'ai appris que parfois, bien vivre est la meilleure des revanches. Et qu'être heureux, ce n'est pas obtenir tout ce qu'on veut, c'est être reconnaissant pour ce qu'on a. En remontant l'allée pour épouser Suzanne, j'ai vu Jacques et Kayla au premier rang. Souriant jusqu'aux oreilles, fiers comme tout. Ils s'en sont bien sortis, malgré, ou peut-être grâce à, toute la merde qu'ils ont traversée. Même Élise était là, au fond avec David. Elle avait demandé si elle pouvait venir, et j'avais dit oui par l'intermédiaire de Jacques. Je me suis dit que c'était une façon de clore ce chapitre, de montrer du respect pour la famille que nous avions été. Suzanne et moi avons prononcé nos vœux, en promettant de nous aimer, dans les bons et les mauvais moments. On le pensait sincèrement. Mais je comprenais ces mots différemment cette fois-ci. L'amour, ce n'est pas juste un sentiment. C'est un choix. On le fait chaque jour. L'honneur? Ce n'est pas juste les grandes choses spectaculaires. C'est tenir sa parole, même sur les petits détails. Chérir quelqu'un, ce n'est pas le posséder. C'est l'aimer pour qui il est et l'aider à devenir qui il veut être. En redescendant l'allée, mari et femme, je me suis senti tellement reconnaissant pour tout ce qui m'avait mené là. Ça a été rude, compliqué, moche parfois. Mais ça m'a amené exactement là où je devais être. La réception avait lieu dans le jardin, derrière notre maison. Des fleurs plantées par Suzanne, des amis qui nous avaient soutenus dans les moments difficiles. Réa fait un toast sur les deuxièmes chances, sur le fait de se battre pour ce en quoi on croit. Jacques a parlé des leçons que son père lui avait apprises sur le fait de faire ce qui est juste, de ne jamais abandonner. Kayla a lu un poème sur le fait de recommencer à zéro, d'avoir le courage d'essayer à nouveau. La soirée s'est terminée, les derniers invités sont partis. Suzanne et moi étions assis sur le porche, à regarder les étoiles apparaître. Des regrets? A-t-elle demandé en me tenant la main. Justin, ai-je répondu. Lequel? J'aurais aimé te trouver plus tôt. Elle a souri et m'a embrassé. Mieux vaut tard que jamais. Bien mieux. Assis là, silencieux, j'ai repensé à la folie de la vie. Si Élise n'avait pas trompé, si Carter n'avait pas oublié sa montre, si je ne l'avais pas vu sur cet appel vidéo, rien de tout ça ne serait arrivé. Je serais encore coincé dans un faux mariage. Mes enfants penseraient encore que leur mère était quelqu'un qu'elle n'était pas. Et je n'aurais jamais rencontré ma femme. Bizarrement, je devais une fière chandelle à Carter N. Son ego et son insouciance ont déclenché toute une série d'événements qui m'ont sauvé. Il voulait me détruire, mais il m'a donné une chance de construire quelque chose de mieux. La dernière fois que j'ai entendu parler de Carter, il était à son 3e mariage, fauché pour la 2e fois. Utiliser les femmes et les jeter a fini par le rattraper. Son nom est bout dans le monde de la pub, il a du mal à trouver du travail. Il est un avertissement. Un type qui pensait que l'argent était tout, que le pouvoir signifiait le respect. Élise, par contre? On dirait qu'elle a vraiment appris quelque chose. Son mariage avec David? Solide. Basé sur l'entraide, pas sur l'exploitation. Elle a un boulot simple, elle travaille pour une association à but non lucratif. Elle se concentre sur l'aide aux autres, pas sur la progression de carrière. J'étais content pour elle. Vraiment. Pas parce que je l'aimais encore. Ce coin de mon cœur appartient à Suzanne, maintenant. Mais parce que c'est la mère de mes enfants, et que son bonheur fait leur bonheur. Moi? J'ai tout ce dont j'ai toujours eu besoin, en réalité.
Un travail qui compte, une famille qui m'aime, une compagne qui croit aux mêmes choses que moi. Pas la vie que j'avais prévue quand j'étais jeune et que je pensais tout savoir. Mais c'est mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Cette Rolex rouge était le symbole de tout ce qui clochait dans mon premier mariage. La cupidité, les mensonges, renoncer à ce qui est juste pour un frisson éphémère. Maintenant qu'elle a disparu, c'est le symbole de tout ce qui est bien dans ma deuxième chance. Simple. Honnête. Bâtir quelque chose de réel qui dure. Les montres, c'est marrant. Peu importe qu'elle coûte 10 balles ou 10 000. Quand ton heure est venue, elle est venue. Mais parfois, si t'as vraiment de la chance, tu as une autre opportunité. Une chance d'utiliser un peu mieux le temps qu'il te reste.